Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en semaine mais également le week-end car l'information c'est 7 jours sur 7 sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. La Fondation Prince Albert II de Monaco a remis ses prix hier. Qui sont les lauréats cette année? La réponse dans quelques instants. La Roca Team renversante hier soir à la salle Gaston Médecin. Les hommes de Zvezdan Mitrovic ont dominé le CSKA à Moscou en Euroleague 97-80 et enchaînent ainsi un deuxième succès de rang. Puis nous recevrons Clivio Piccione, l'ancien pilote automobile, lance le premier championnat de karting 100% électrique. Il nous en dira plus dans ce journal. Nous parlerons tradition avec notre second invité. En ce week-end de Toussaint, l'abbé Christian Venard nous expliquera l'importance de cette fête pour l'Église catholique et ses fidèles. Et en fin de JT, vous découvrirez une animation originale à l'Institut audiovisuel de Monaco sur le cinéma d'animation. Mais débutons ce journal avec la remise des prix de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Cette année, cette cérémonie avait une saveur particulière puisque la Fondation fête ses 15 ans. Plus de détails dans ce reportage de Vanessa Dessy. L'une des missions de la Fondation Prince Albert II est de promouvoir, d'encourager et d'honorer les personnalités et organisations pour leur engagement en faveur de la santé planétaire dans chacun des 3 domaines d'action prioritaires de la Fondation. Le prix haut a été remis à la jeune activiste canadienne Auton Pelletier, militante depuis l'âge de 8 ans en faveur de la préservation et de l'accès à l'eau pour les peuples indigènes du Canada, mais également en faveur de la protection des terres. This prize is, of course, a very big honor for me because this is just showing me that I'm internationally recognized for the work that I'm doing, the awareness that I'm bringing to people. Because, like I did mention, Indigenous issues in Canada were not talked about at all, and this just shows me that people are hearing my voice and people are hearing the message that I'm trying to bring, and it's a huge honor to know that I've come this far. Le prix biodiversité a été décerné à IPBES, une plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques en reconnaissance de son précieux travail sur l'état des connaissances concernant la biodiversité de la planète. Le prix, il représente vraiment un grand encouragement pour l'ensemble de la communauté de l'IPBES et en particulier les centaines de chercheurs de par le monde qui s'impliquent pour produire les rapports de l'IPBES à titre bénévole. Et donc pour eux, c'est vraiment un grand encouragement et une grande source d'espoir aussi parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être appréciés et puis aussi mieux entendus. Donc ils sont vraiment très fiers de recevoir le prix ce soir. Le prix changement climatique a été remis à la société Green Wave pour son concept innovant d'agriculture océanique régénérative qui apporte une solution efficace à la crise climatique et permet de lutter contre les inégalités sociales et économiques croissantes auxquelles sont confrontées les communautés côtières. À l'occasion du 15e anniversaire de la Fondation Prince Albert II, Robert Redford et son épouse ont été conviés à la cérémonie de remise de prix. L'acteur est un pionnier en matière d'écologie chez les stars. Robert Redford qui avait d'ailleurs reçu un prix spécial de la Fondation pour son engagement, c'était en 2019. Rejoignons Julia Vial pour le reste de l'actualité. Bonsoir Julia, nous en parlions hier sur notre antenne avec le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Une nouvelle campagne de dépistage à la Covid-19 est organisée par le gouvernement princier. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes et à tous. Cette nouvelle campagne se déroulera du 2 au 14 novembre prochain. Son but est d'éviter un éventuel rebond épidémique avec les retours des vacances. Ce type de campagne avait déjà, je vous le rappelle, été organisé après les grandes vacances d'été. Cela avait d'ailleurs permis de freiner des potentielles contaminations. Il vous est donc fortement recommandé d'aller effectuer un test PCR au centre de dépistage à votre retour de vacances. Ils seront gratuits et concernent les monégasques, les résidents, les scolaires et les salariés de la principauté. Pour toutes les modalités, vous pouvez appeler le numéro suivant 92 05 55 00. Autre campagne qui, elle, débute lundi, Julia, c'est le mois sans tabac, une opération visant à accompagner les personnes souhaitant arrêter de fumer.
Il s'agit de la première cause de mortalité évitable. Le tabac tue 75 000 personnes en France chaque année. Le dispositif Moi sans tabac mise donc sur un élan collectif en incitant les fumeurs à arrêter tous ensemble pendant tout le mois de novembre. Un sevrage tabagique de 30 jours multiplierait par 5 les chances d'arrêter de fumer définitivement. En effet, l'abstinence sur un tel laps de temps diminue largement la dépendance et les symptômes de manque tels que la nervosité ou l'irritabilité. C'est donc le moment ou jamais d'essayer d'arrêter pour ceux qui veulent en finir avec la cigarette, Émilie. Oui, et n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Moi sans tabac où vous retrouverez de nombreux conseils pour arrêter de fumer. Retour sur un événement dont nous avons fait l'écho la semaine dernière. La grande braderie de la Croix-Rouge monégasque a été un large succès. Pas moins de 100 000 € récoltés, Émilie. Cette somme n'avait encore jamais été atteinte. En 2019, la grande braderie avait permis de collecter 71 000 €. Après un rendez-vous manqué en 2020, les attentes autour de cette manifestation annuelle étaient décuplées. La Croix-Rouge avait plus de 600 cartons de vêtements et accessoires divers à proposer sur 14 stands. Vendredi dernier, le souverain s'est rendu à la braderie pour saluer les 265 bénévoles mobilisés. Cette année, ces fonds records récoltés seront consacrés aux nombreuses actions menées par la Croix-Rouge monégasque tout au long de l'année. Merci Julia. L'autre actualité, c'est cette performance historique de la Roca Team en Euroleague. Les Monégasques ont renversé hier le CSKA à Moscou à la salle Gaston Médecin. Un succès prestigieux sur lequel revient Frédéric Elion. C'est une victoire qui restera dans les mémoires. Battre le CSKA à Moscou, un monument du basket européen avec ses 8 titres en Euroleague, est déjà un exploit. Mais l'emporter de 17 points après avoir compté 22 unités de retard dans le deuxième quart-temps donne encore plus de relief à ce succès mémorable, sans doute la plus grosse victoire de l'histoire de la Roca Team. L'entame de match est cataclysmique, comme lors de la rencontre à Madrid. Monaco est trop soft et prend l'eau d'entrée. Les 3 premiers paniers moscovites sont 3 dunks. Le CSKA déroule son basket sur pick and roll ou sur des actions d'école, comme ce passe et va entre Bolomboy et Voigtman. Oh là là, comme à l'école! Comme à l'école! Švéd, 15 points, 5 passes, est omniprésent, 24-7 Moscou après seulement 8 minutes. Pour sa première avec le maillot monégasque sur les épaules, Dwayne Bacon rentre sa première tentative à 3 points et ramène Monaco à -12 après 10 minutes. Son premier tir. Le deuxième quart-temps est celui d'un homme. Will Clyburn, l'Américain, plante 15 points en 7 minutes 30. Quelle série de Will Clyburn! Et quand il manque ses tirs, Kenneth Farid, l'ancien joueur de Denver, est là au rebond offensif. Le CSKA passe un 10-0 en 2 minutes, 35-13, plus 22, plus gros écart du match. Donta Hall amène toute son énergie sur le terrain, 7 points en 2 minutes. Il y a toujours 2 joueurs sur Mac James. Sur ce 3 points en transition de Danilo Andouzic, 16 points au final, la Roca Team peut croire à un retour malgré une première période où elle aura été dominée dans tous les secteurs du jeu, 52-39 Moscou à la pause. Voilà, Danilo Andouzic. La deuxième période est exceptionnelle. Monaco va passer un 58-28 et faire complètement déjouer les Russes. Un passage en défense de zone et le réveil de Brock Motum et Paris Lee, les 2 joueurs sont déterminants dans le comeback monégasque. 12 points pour l'Australien, 11 pour le meneur de poche américain qui rentre 2 tirs à 3 points consécutifs qui vont complètement changer le momentum du match. Encore lui, le petit lutin démoniaque. La Roca Team passe devant pour la première fois sur cette finition en contre-attaque de Dwayne Bacon, 60-59. Gaston Médecin est en ébullition, mais Švéd met un gros coup de clim dans la salle avec ce tir. Švéd pour calmer tout le monde. Voilà. Mais Motum, au drive, donne 3 points d'avance à la Roca Team à la fin du 3e quart-temps, 67-64. Sa patte gauche, il a pris l'avantage. Monaco continue sur ce rythme, Motum est toujours aussi adroit, Mike James sort de sa boîte dans le 4e quart-temps. L'ancien du CSKA termine le match avec 10 points, 8 passes et 5 interceptions.
L'écart passe la barre des 10 points et malgré les efforts d'Hackett côté CSK, Monaco décroche un succès historique, 97 à 80. 97 à 80. Amazing game. I think only basketball can show something amazing like we showed tonight. I'm happy and proud for my players. I hope that for my players, because we lost against Real and Barça, but we beat CSKA. I think this is. I hope this will be for my team one more step to confidence to play. To continue to play good game in EuroLeague. This is my first game in a while since last season in the NBA. So, I thought I did good. I thought I did really great. I thought I just kept fighting. We got back. We were down, 20? 22. Yeah, so we came back from down 22 and won by 20. So, yeah, that should tell you that right there how good we can be. It's very physical here. I like being physical anyway, so I feel like, I'm at home. I feel like I'm back in Florida, I'm playing. So I just want to keep getting wins, stack up, and, hopefully we can, go as far. We got the team to go as far, really, really far. Avec cette victoire, la Roca Team se replace dans le top 8 avec 4 victoires et 3 défaites avant un déplacement à Athènes. Et la folle semaine de la Roca Team n'est pas terminée, elle retrouve la Betclic Elite demain avec la réception de Paris à 17 h. Intéressons-nous à présent à ce nouveau championnat, un championnat de cartes 100% électriques qui devrait débuter en 2022. Derrière ce projet ambitieux se cache l'ancien pilote automobile Clivio Piccione. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Clivio. Bonsoir. Comment vous est venue l'idée de ce championnat unique en son genre, Écoutez, c'était l'envie de revenir à la compétition et d'amener un produit tout nouveau. Pour répondre à des problèmes d'actualité et amener des solutions avec du karting électrique en compétition. Alors comment va se dérouler ce championnat? C'est un championnat uniquement réservé aux pilotes majeurs ou il est ouvert à tous? Ah non, la particularité de ce championnat, c'est que c'est ouvert à des enfants à partir de 7 ans. On aura 3 catégories, donc des 7 à 11 ans, 11, 14 et 14 et plus, sans limite d'âge. Intéressant, donc c'est un championnat qui va se dérouler uniquement en principauté, Clivio? Non, pas uniquement en principauté. Le planning, c'est d'essayer d'arriver à faire 3 événements en principauté sur 3 sites différents. Donc ça, on gardera un petit peu la surprise pour plus tard. Mais on risque de refaire naître la Kart Cup qui s'est arrêtée en 2010. Donc ça, c'était un objectif depuis longtemps. On avait vraiment envie de revoir le karting en principauté. Et donc là, on apporte beaucoup de nouveautés. Et pour le reste des compétitions, on est en négociation avec pas mal de communes limitrophes à Monaco, donc comme la ville de Nice. Potentiellement aussi voir Saint-Tropez et chez nos voisins italiens. Alors Clivio, quelles sont les sensations au volant d'un kart électrique? Est-ce qu'elles sont les mêmes que sur un kart thermique? C'est mieux pour plusieurs points. Déjà le côté environnemental qui est vraiment important. Le fait qu'il n'y ait plus de nuisances, ça apporte des sensations totalement différentes. On fait plus corps à la machine, on n'est pas induit par le bruit qui donne une sensation de vitesse. On a vraiment cette vraie sensation de vitesse et de silence qui nous embarque vraiment dans des sensations très très fortes. La performance, elle, est au-delà du kart thermique parce qu'on a un couple d'enfer dès la première accélération et ce jusqu'à des vitesses de pointe qui peuvent atteindre 140 km/h. Et dans votre démarche, vous pouvez compter sur le soutien de Charles Leclerc, je crois. Alors on a signé un partenariat avant tout avec la marque, donc on avait vraiment une envie d'apporter ce partenariat et jouer la carte Monaco avec cette association avec la marque Charles Leclerc. Donc tous nos châssis seront équipés de cette belle marque que Charles a créée il y a quelques années et dont on est fier d'avoir conclu un partenariat pour le lancement de ce beau championnat. Eh bien, merci beaucoup Clivio Piccione d'avoir été avec nous pour nous présenter ce championnat de cartes 100% électrique. Merci infiniment. Merci beaucoup. Un mot de football, l'AS Monaco se déplace à Brest demain, un match comptant pour la 12e journée de Ligue 1, Julia. L'AS Monaco a rendez-vous au stade Francis Leblay pour affronter Brest qui est toujours autant en danger en Ligue 1. Les hommes de Michel Derzakarian sont actuellement à la 18e place du classement avec seulement 6 points et ils vont vouloir aller chercher cette première victoire devant leur public. Mais cela s'annonce difficile pour eux car les Monégasques sont revenus à 2 points du podium. Les hommes de Niko Kovac veulent poursuivre avec un nouveau succès et ne vont pas s'en priver si cela est possible face à Brest.
Hier, les traditionnelles conférences de presse d'avant-match ont eu lieu au centre d'entraînement de l'AS Monaco. Auteur d'un match très solide face à Montpellier, Elliott Matazo s'est présenté face aux journalistes et il a notamment parlé de la concurrence entre les milieux de terrain. On s'entend tous très bien, nous les milieux défensifs, on a une bonne entente entre nous et c'est vrai que voilà, jouer aux côtés de Aurélien Tchouaméni qui est en ce moment dans une très bonne période, ça facilite les choses. Franchement, c'est rassurant d'évoluer à côté d'un joueur tel quel. Après, il faut dire qu'on a aussi d'autres joueurs de grande qualité qui peuvent évoluer à ce poste-là, notamment Youssouf et Jean-Lucas aussi qui sont très performants. Et franchement, on se donne beaucoup de conseils, on s'entraide entre nous. Et franchement, c'est très plaisant de jouer avec ces joueurs-là. Elliott Matazo est d'ailleurs, Émilie, un peu considéré comme un porte-bonheur pour l'AS Monaco. En effet, une statistique est sortie selon laquelle l'équipe n'a jamais perdu quand il est titulaire. Et on espère que cette statistique sera vraie demain. Un mot à présent sur la 8e conférence des parties de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, à laquelle vient de participer Monaco, Julia. Du 26 au 28 octobre, la Principauté de Monaco a effectivement fait partie de la 8e conférence de la Convention internationale contre le dopage dans le sport. Cette dernière s'est déroulée au siège de l'UNESCO et a permis de clarifier le cadre de gouvernance dans la lutte contre le dopage. Dans cette lignée, depuis la dernière conférence, le gouvernement monégasque a d'ailleurs créé une plateforme nationale antidopage impliquant tous les acteurs monégasques concernés. Un soutien annuel à la recherche contre le dopage via la chaire UNESCO à Paris a aussi été mis en place, Émilie. L'ensemble de ces dispositions permettent d'ailleurs à Monaco d'atteindre un taux d'exécution à plus de 80% de cette convention contre le dopage dans le milieu sportif. Ce week-end de la Toussaint est également le week-end d'une tradition que de nombreux pays célèbrent. Je veux parler d'Halloween. De nombreuses animations ont été organisées à Monaco et ce n'est pas fini, Julia. Oui, cette semaine, on vous a parlé à de nombreuses reprises de ces animations d'Halloween puisqu'elles continuent, notamment à la bibliothèque Princesse Caroline, avec par exemple ce mardi 2 novembre, une après-midi jeu. Ces animations surprises sont destinées aux enfants de plus de 6 ans et se dérouleront à partir de 14 h. Le lendemain, un atelier à 4 mains pour parents et enfants à partir de 3 ans aura lieu toujours à la bibliothèque Princesse Caroline de 10 h à 11 h. Il s'agira là d'un atelier bricolage d'Halloween. Je pense que des citrouilles risquent d'être fabriquées, Émilie, pour l'occasion. Et pour finir, un film d'Halloween sera proposé aux enfants, cette fois-ci de plus de 6 ans. Le ciné Popcorn Kids sera entre 14 h 30 et 16 h 30. Profitez-en bien. Merci Julia. C'est une fête particulière que s'apprêtent à vivre les catholiques. La Toussaint honore tous les saints et la mémoire des défunts le 2 novembre. Que représente ce moment pour les fidèles? Pour en savoir plus, nous avons joint le diocèse de Monaco. Bonsoir Christian Venard. Bonsoir. Tout d'abord mon père, pourquoi la Toussaint tombe toujours un 1er novembre? Alors en fait, à l'origine, la fête de Toussaint, puisque le 1er novembre on fête la Toussaint, n'était pas du tout à cette date-là. Très anciennement, elle était juste après le dimanche de la Pentecôte. Et d'ailleurs, dans les églises orientales, les églises orthodoxes ou catholiques orientales, aujourd'hui encore, la Toussaint a lieu le dimanche après la Pentecôte. Et puis, il y a déjà eu un changement de date en Occident, parce qu'au VIe siècle, il y a un pape qui a, si j'ose dire, récupéré le Panthéon à Rome, qui en a fait une église dédiée à tous les saints. Et alors, on a déjà changé à la date de la dédicace, c'est-à-dire le jour où on avait inauguré cette église à Rome, et c'était le 13 mai. Et puis, il y a encore eu un changement un peu plus tard. On pense que c'est en partie sous l'influence de nos amis irlandais, d'ailleurs, en particulier. Mais il y a eu encore un changement où petit à petit en Occident, donc à partir du 7e, 8e siècle, on a pris l'habitude, et un pape l'a finalement étendu à tout l'Occident, de fêter la fête de la Toussaint le 1er novembre. Et c'était donc sans doute aussi en lien avec un certain nombre de cultes païens qui venaient du paganisme autour des morts dans cette période particulière. Alors que représente la Toussaint pour les fidèles, mon père ?
Alors pour les fidèles chrétiens, la Toussaint, c'est quand même une grande espérance. On fête tous les saints. Alors vous savez, dans l'Église, il y a les saints, si j'ose dire, dûment répertoriés, ceux qu'on connaît au calendrier des saints. Régulièrement, on entend que le pape va canoniser, béatifier tel ou tel grand personnage de l'Église. Et puis, il y a ces milliers, ces millions de saints, qui sont d'ailleurs mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, hein, cette foule innombrable vêtue de blanc qui entoure l'agneau pascal, c'est-à-dire le Christ, c'est-à-dire tous ces hommes, toutes ces femmes à travers tous les temps et à travers toute la planète qui sont devenus des amis de Dieu et qui sont aujourd'hui auprès de Dieu. Alors l'Église a voulu que nous les honorions dans une fête particulière, au moins une fois par an, que nous les célébrions tous et en les célébrant, finalement, nous célébrons des grands frères, des grandes sœurs qui nous ont précédés sur le chemin, un chemin qui n'est pas toujours facile, nous le savons, et bon, au milieu des crises que les uns et les autres nous traversons, nous voyons bien que ce chemin n'est pas toujours facile. Eh bien, au bout de ce chemin, si nous essayons de vivre droitement, en respectant les commandements de Dieu, les commandements de l'Église, eh bien, nous savons que nous pourrons retrouver cette multitude en fête. Et donc, c'est une fête, c'est vraiment une fête d'espérance, c'est notre fête à tous, des saints qui sont déjà auprès de Dieu, et puis nous tous qui cheminons et qui essayons, bon gré, mal gré, de devenir petit à petit des saints avec l'aide de Dieu. Et puis le grand public ne le sait peut-être pas, mais le 2 novembre est également une date importante. Alors c'est aussi une date importante à tel point que souvent on les confond, puisque le 2 novembre, alors dans un instant je vais vous dire pourquoi, on commémore les fidèles défunts. Alors en fait, et donc on appelle ça la fête des morts, et parfois, chez beaucoup de gens, ça a presque pris le pas sur la Toussaint, parce qu'on a pris l'habitude d'aller dans les cimetières, d'aller nettoyer les tombes, de visiter les tombes des défunts, de les fleurir. Alors ça s'est mis en place ça au 9e siècle. Ça vient de Cluny, de l'abbaye de Cluny, où il y avait l'habitude, à cette date particulière, de commémorer tous les moines dont on connaissait le nom et qui étaient morts. Et alors petit à petit, cette pieuse coutume s'est répandue dans tout l'Occident, et finalement, ça répondait aussi, je pense, à quelque chose de fondamental dans notre cœur à tous. Nous voulons croire que ceux que nous avons connus, aimés, ne sont pas définitivement morts, qu'ils sont auprès de Dieu, et que nous pouvons garder ce contact avec eux, en particulier avec cette fête dite fête des morts, cette commémoration des défunts. Et ça s'appuie aussi dans la pensée de l'Église, dans la théologie de l'Église, dans le fait que par nos prières, vous savez, quand on meurt, on a ce qu'on appelle un peu le jugement particulier, c'est-à-dire on arrive devant Dieu, et puis d'une certaine manière, Dieu fait un peu le point avec nous de tout ce qu'il y a eu de bon dans notre vie, puis peut-être aussi de ce qui n'a pas été si bon que ça, ce qu'on appelle le péché. Et alors, les âmes qui ne sont pas encore tout à fait dans la lumière, elles se retrouvent dans un lieu un peu étrange qu'on appelle le purgatoire, où elles se purifient. Et nous savons dans notre foi que nous pouvons prier avec elles et pour elles. Et donc c'est quelque chose de très réconfortant de se dire que nos défunts, soit ils sont auprès de Dieu, soit peut-être ils sont dans cette phase de purification, et que par nos prières, en particulier la prière de la messe, nous pouvons les offrir à Dieu pour qu'il les prenne le plus vite possible auprès de lui. Justement, mon père, plusieurs messes, plusieurs offices auront lieu dans les églises de la Principauté pour la Toussaint ? Bien sûr, hein, alors à la fois pour la Toussaint et à la fois pour la commémoration des fidèles défunts, il y a toutes les messes habituelles et même un peu plus. N'hésitez pas d'ailleurs à vous connecter sur le site internet du diocèse de Monaco. En tapant diocèse de Monaco sur votre moteur de recherche, vous tombez très facilement dessus. Avec un onglet avec les horaires de messe, vous aurez tous les détails des messes. Et pour vous dire à quel point l'Église veut que l'on célèbre des messes, en particulier pour la commémoration des fidèles défunts, c'est un des rares jours où les prêtres sont autorisés à célébrer 3 messes et non pas une seule dans la journée. Eh bien, merci beaucoup, Christian Venard, d'avoir été avec nous ce soir pour nous éclairer tout simplement sur la Toussaint. Et puis, on vous retrouve bientôt sur Monaco Info, je crois, un certain 19 novembre. Avec grande joie, je pense qu'on se retrouve pour la messe de Te Deum à l'occasion de la fête du Prince, de notre fête nationale. Donc, ce sera avec grande joie, bien sûr. Une joie partagée. Merci infiniment d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Les vacances de la Toussaint ont débuté mercredi soir à Monaco. Pour occuper les enfants pendant cette période, nombreux sont les musées à proposer des animations. Coup de projecteur ce soir sur celui organisé à l'Institut audiovisuel de Monaco consacré au cinéma d'animation. Le reportage de Fabien Bonilla
et Julien Logier. Ils étaient 12, âgés de 7 à 13 ans et pendant 2 jours, ces enfants se sont transformés en magiciens de l'image et de la lumière. L'objectif, expérimenter le cinéma sans caméra grâce à un atelier animé par l'association Il était un truc. Ils ont pu découvrir comment de toutes petites créations graphiques appliquées directement sur des pellicules de 16 mm ou 35 mm peuvent prendre vie sur un grand écran. Munis de feutres, tampons, grattoirs ou autres ustensiles, ils ont expérimenté le cinéma au contact même de la matière et de la lumière, à l'image des films d'animation du début du XXe siècle. L'idée, c'est vraiment de retravailler, de réintervenir physiquement sur du film. Ça a vraiment été des techniques expérimentales à travers l'histoire du cinéma. Quel est l'objectif pédagogique ? Créer, s'amuser à créer, expérimenter, oser faire, se dire qu'on peut faire des belles choses même si on ne sait pas super bien dessiner, c'est pas obligé, on peut jouer autrement. Et ils se sont bien amusés. En fait, j'ai pris un stylo noir et j'ai fait des petites fleurs qui grandissent. Moi, j'ai pris une bande déjà faite et j'ai gratté les personnages pour plus les voir. Parce qu'ils étaient moches ? Non, c'est pour faire un espèce de fantôme. Qu'est-ce qui te plaît ? C'est la liberté d'expression. Aujourd'hui, j'ai bien aimé créer ma propre pellicule. Et ça va servir à quoi, à ton avis ? À mettre sur le tableau, à projeter pour que tout le monde voit ce qu'on a fait. En effet, après avoir passé 2 après-midi sur ces différents ateliers, les productions réalisées par ces jeunes ont été diffusées à l'occasion de la projection du film Les Aventures du Prince Ahmed de Lotte Renninger, un film d'animation allemand de 1926. Il s'agit du premier long métrage au monde de cinéma d'animation. Un détour par les prévisions météo avant de refermer ce journal. Peut-on espérer le retour des éclaircies demain, Julia ? Je déteste vous donner de mauvaises nouvelles, Émilie, mais demain, il pleuvra effectivement encore et encore. Les températures seront également plus fraîches avec 14 petits degrés de maximale. Le passage à l'heure d'hiver semble donc malheureusement aller de pair avec le temps de ce week-end. Malgré cette météo morose, nous souhaitons une très bonne fête à tous les Cantins. Merci Julia et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info, y compris le week-end. Un week-end prolongé marqué par la Toussaint, mais aussi par cette tradition Halloween. De nombreux supporters sont d'ailleurs venus déguisés à la salle Gaston-Médecin hier pour le match de la Roca Team. Illustration avec les photos de Manuel Vitali. À demain pour le best-of de la semaine. Excellente soirée à tous sur Monaco Info.